Merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Alors, effectivement, j'ai choisi un titre un petit peu provocateur, ce qui est incompatibilité entre les métiers de la petite enfance et la masculinité, pour essayer de réfléchir plus à fond sur les deux termes, les métiers de la petite enfance et puis la masculinité. Alors, j'ai passé les statistiques pour vous montrer en effet que ce sont les métiers de la petite enfance qui détiennent le record de la minorité par rapport aux hommes dans ces métiers. Bon, j'y passe très vite. Alors, je poserai, disons, 4 questions. Une première question plutôt historique, d'où vient cette situation? Et puis, ensuite, une question plus sur quelle représentation sociale repose encore la situation actuelle, même si ces représentations viennent du passé. Enfin, une troisième question sur les obstacles que peuvent rencontrer les hommes EJE, que Mike avait évoqué tout à l'heure, mais aussi en même temps, quatrième question, quels bénéfices pourrait-on trouver dans la présence des hommes dans les crèches? Et du coup, ça me permettra de conclure sur l'incompatibilité entre masculinité et petite enfance supposée. Il y a une conditionnelle. Alors, d'où vient cette situation? Cette situation, elle vient du XIXe siècle, incontestablement, à un moment où, après la Révolution française, c'est clairement défini une division sexuée, je dirais plutôt maintenant que sexuelle, du travail et des fonctions, où d'un côté, les hommes étaient du côté de la production et des fonctions sociopolitiques, et les femmes renvoyées à la maison pendant la Révolution française, donc du côté de la famille, et par compensation de l'impossibilité de sortir, je dirais la charité, qui leur permettait tout de même de sortir de leur maison. La bienfaisance, donc, qui d'ailleurs était une manière de donner une sorte de contrepoint aux méfaits de l'exploitation capitaliste qu'opéraient les hommes, surtout dans la bourgeoisie. Alors, à la fin du XIXe siècle, ces fonctions de bienfaisance ont commencé à se professionnaliser et sont apparues alors, dans la bourgeoisie, comme une façon d'échapper au mariage et à la dépendance qu'il implique en gagnant sa vie. À l'origine, les crèches sont une création du métier médical, il ne faut pas l'oublier, hygiéniste, et où la lutte pour la mortalité infantile était un élément tout à fait essentiel. Et en même temps, il s'agissait d'assurer la garde des enfants des mères ouvrières qui travaillaient pour éviter que les enfants soient à la rue. Elles sont dirigées, alors Mike a évoqué tout à l'heure la bagarre autour des salles d'asile. En ce qui concerne les crèches, au départ, elles sont dirigées par des infirmières et donc elles apparaissent essentiellement déjà comme des métiers de femmes. Il faut préciser, cela dit, qu'elles viennent venant du mouvement hygiéniste. C'est un mouvement qui est dirigé par des hommes et c'est donc de même que le mouvement philanthropique qui joue aussi un rôle là, et de même ensuite que les associations d'action sociale. Autrement dit, ce sont les hommes qui embauchent des femmes et qui leur délèguent les actions concrètes, et on pourrait aller jusqu'à dire le sale boulot. On voit donc bien que, de même que la division dans la famille, ici aussi, dans cette division entre les fonctions, un rapport social de sexe est présent, qui se dessine, et même s'il a été longtemps occulté. Du côté du métier de JE, l'histoire qui a été faite par les praticiens de ce milieu, il y a peu d'histoires d'historiens, lui attribue une double origine. D'une part, une origine pédagogique. Au départ, un des ancêtres considérés par le métier, c'est Froebel,
qui est à l'origine de ce qu'on appelait à l'époque les jardins d'enfants et les jardinières d'enfants. Donc, jardinière, vous voyez bien, métier de femme, mais en même temps dirigé du côté de la pédagogie, comme celui d'institutrice d'école maternelle. Là aussi, les hommes étaient interdits. Puis progressivement, la profession a évolué de cette option quasi scolaire, on pourrait dire, vers un rapprochement vers le travail avec le travail social, et leur insertion actuelle accentue ce rapprochement, en particulier à travers leur insertion dans les crèches, qu'elles soient collectives ou parentales. Et parallèlement, la formation a évolué vers un savoir psychologique essentiellement, dans lequel les EJE aujourd'hui se reconnaissent essentiellement. La pédagogie du développement de l'enfant et la psychanalyse, pour faire très gros et très rapide, Piaget, Freud et Dolto. Tous ces métiers du social apparaissent comme la pointe extrême d'une division du marché du travail qui est générale. Le travail social, en effet, illustre parfaitement à la fois la division horizontale qui répartit hommes et femmes dans des métiers différents, métiers d'hommes, métiers de femmes, et d'ailleurs, division certes horizontale, mais qui implique aussi un rapport social de sexe, puisque, comme le rappelait la ministre tout à l'heure, à même niveau de qualification, les métiers d'hommes sont mieux payés que les métiers de femmes. Mais il y a aussi une division verticale, car la proportion des femmes s'amenuise de plus en plus au fur et à mesure que l'on monte dans les hiérarchies des métiers. C'est vrai dans le travail social comme c'est vrai dans d'autres métiers. Si les postes de base sur le terrain sont occupés par des femmes, les responsables sont très souvent des hommes. Et dans les crèches, certes, les femmes sont directrices majoritairement, mais les responsables dont les crèches dépendent, eux, sont plus souvent des hommes que des femmes. Toute cette structure contribue à donner une base aux croyances qu'il y aurait des métiers féminins, parce qu'on parle toujours de stéréotypes, mais ils ne sont pas forcément si en l'air que cela. Ils correspondent à des choses réelles, en particulier le stéréotype des métiers faits pour les hommes ou faits pour les femmes correspond quand même très largement encore à la division socio-sexuée du marché du travail, qui fait suite à la division socio-sexuée des savoirs, de l'acquisition des savoirs à l'école. Alors, les représentations sociales des métiers de la petite enfance. Les métiers du social ont été volontairement créés comme des métiers de femmes. Il s'agissait de socialiser, je l'ai rappelé, de professionnaliser les fonctions que les femmes avaient au XIXe siècle, et tout particulièrement, bien sûr, la fonction maternelle. Et en particulier pour exercer un contrôle sur ce qui est de l'ordre du privé et de la famille, à travers le contrôle des mères. Le schéma de départ, ce sont des femmes professionnelles en relation avec d'autres femmes, mères, et surtout de classe populaire, voire éventuellement pour les civiliser un peu. C'est vrai a fortiori pour la petite enfance, qui est considérée comme le domaine des mères par excellence. Cette croyance s'enracine dans une division créée par la bourgeoisie au moment de la Révolution française, à la suite de la Révolution française, entre la sphère publique et la sphère privée, à laquelle les femmes ont été assignées. Dans l'idéologie qui se développe alors pour justifier cette assignation, le soin aux jeunes enfants joue un rôle central. J'en donnerai pour exemple un médecin de la fin de la charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle que j'ai étudié, Cabanis. Il participe à la Révolution française, mais après il est contre le pouvoir personnel de Napoléon. Il a développé sa pensée dans un ouvrage qui s'appelle « Rapport du physique et du moral de l'homme », publié en 1802. Dans cet ouvrage, Cabanis, c'est banal à l'époque, caractérise l'homme, c'est le physique qui influence sur le moral de l'homme et de la femme, bien sûr. Donc l'homme est caractérisé par la force, l'activité, le courage, la puissance,
puissance qu'il exerce sur la nature et sur les êtres, par la raison, ses capacités dans les affaires publiques. Voilà. La femme, de son côté, est caractérisée, vraiment en regard, par la faiblesse, la sédentarité, ça c'est très important, elle ne sait pas bien marcher, donc il faut qu'elle reste à la maison. Je cite ensuite les soins, les soins intérieurs de la famille et ce doux empire domestique par lequel seule elle devient tout à la fois respectable et touchante. En particulier, pour lui, la sensibilité de la femme la prédestine, à cause de son organisation physique, et c'est un matérialiste, la prédestine donc à prodiguer ses soins si continuels et si délicats, je cite encore, qu'il est nécessaire de prodiguer aux nourrissons. Alors que, de son côté, la sensibilité de l'homme, du père, le rendrait absolument incapable, dit-il, de cette fonction. Je ne cite pas, j'ai plus le texte exact, mais en gros, il serait trop lent à réagir quand le bébé pleure, vous voyez, hein, bon. Trop brusque aussi, et il risquerait, en portant le bébé, de penser à autre chose et de le laisser tomber. Bon, vous me direz, l'image est un peu caricaturale, elle est vraiment dans le texte, hein, je vous assure. Bon. Un peu bourgeoise aussi, un peu dépassée, d'accord. Mais est-ce qu'elle l'est tant que cela? Je pose la question. Car si les femmes aujourd'hui ne restent plus confinées dans la sphère privée, leur intégration sur le marché du travail s'est beaucoup faite en professionnalisant les fonctions qui étaient les leurs traditionnellement dans la famille et qu'elles remplissaient autrefois gratuitement dans la famille. Soins aux enfants, etc. Bon. Pour ce qui est des soins et de l'éducation du jeune enfant, on pourrait penser, a priori, du coup, que les centres de formation de JE forment et professionnalisent leurs élèves en faisant une formation professionnelle, donc indépendamment du sexe. En réalité, cette division traditionnelle qui assigne le soin et l'éducation des bébés et des jeunes enfants aux mères perdure dans la formation, toute la formation des EJE, dans son volet psychologique et psychanalytique. Ce n'est pas tout à fait de la faute c'est aussi de la faute des auteurs qui sont utilisés, et focalisé sur la relation mère-enfant. Quand je dis toute, j'exagère peut-être un peu, mais est fortement focalisé sur la relation mère-enfant, et la supposée difficulté inévitable de la séparation entre la mère et l'enfant. D'où l'idée que ça serait peut-être pas très bien de les mettre à la crèche. C'est un abandon, etc. Les rares hommes qui font cette formation sont très sensibles à cet élément-là, de focalisation sur les mères et du faible intérêt de la formation que l'on porte au rôle du père et de la relation entre le père et l'enfant. Et a fortiori, il y a très peu de réflexion sur la relation entre des adultes, qu'ils soient femmes ou hommes, et les enfants, les petits-enfants. Cette orientation se retrouve dans les pratiques des personnels de crèche, c'est assez naturel, je dirais, quoique je ne pense pas beaucoup à la nature. Bon, dans les relations aux parents, les professionnels ont tendance à s'adresser uniquement aux mères. Madame la ministre le rappelait tout à l'heure aussi. Vous direz à votre femme que je ne sais quoi quand le mari vient chercher l'enfant. C'est extrêmement classique. Mon gendre l'a connu aussi. Et du coup, parallèlement, dans cet univers féminin, qui plus est ordonné par une idéologie fortement maternaliste, les hommes, en tant que professionnels, ont parfois du mal à trouver leur place. Alors, il y a d'abord toute une série de réactions typiques qui sont liées au fait qu'ils sont très minoritaires dans leur milieu professionnel. C'est quelque chose de classique. On le connaît aussi pour les femmes minoritaires dans leur milieu professionnel. Bon, le monde de la crèche est un monde complexe. Je parle surtout de celui-là parce que c'est plutôt sur celui-là que je sais des choses, où les EJE sont en relation avec des personnels de statut différents. Elles et ils sont subordonnés à une direction, quand ils ne sont pas eux-mêmes directeurs ou directrices, et ils jouent un rôle d'intermédiaire entre cette direction et les auxiliaires de puériculture et les accompagnatrices petite enfance. Toutes ces personnes sont pratiquement uniquement des femmes, on a vu les statistiques. Dans ce milieu féminin, l'arrivée d'un homme
crée souvent une certaine surprise, voire une certaine hostilité, de rupture de ce milieu féminin très, très fermé sur lui-même. Et du coup, la réaction assez classique dans ces cas-là, les femmes connaissent la même chose quand elles sont minoritaires, c'est de contester ses compétences. Certes, c'est vrai de toute nouvelle professionnelle qui arrive quelque part dans un milieu professionnel où on teste ses compétences, mais il y a une vertu de la croyance essentialiste qu'une femme est naturellement mater d'elle. Ces compétences sont plutôt a priori accordées à une femme qui arrive. Mais quand il s'agit d'un homme, pour la même raison qu'il s'agit d'une croyance essentialisée, eh bien, on se demandera si l'homme, lui, est capable de changer les couches, de donner à manger à un petit enfant, de le calmer quand il pleurera, etc., de lui raconter les histoires qu'il faut pour l'endormir, tout ça. On se demandera aussi s'il pourra faire face aux relations avec les mères, puisque c'est supposé être des relations avec les mères. En somme, les hommes peinent à être reconnus a priori comme des professionnels compétents. Ils doivent faire leurs preuves, comme on le dit des femmes qui sont... Bon, là je fais le parallèle parce que je crois qu'il est vrai. Bon. Mais alors, maintenant, je lâche ce parallèle et je dis il y a des difficultés spécifiques à ce milieu particulier des crèches. Alors, d'abord, étant donné cet appui sur les catégories très fortes du masculin et du féminin extrêmement stéréotypées, telles qu'elles existent dans le sens commun, l'intrusion d'un homme va susciter des questionnements sur son identité sexuée. D'une part, sur son orientation sexuelle, d'autre part. Alors, du point de vue de l'identité sexuée, les métiers de la petite enfance suscitent des interrogations. Un homme, dans un ménage, est supposé être monsieur Gagne-Pain, vous savez ça. Or, il s'agit de métiers mal payés. On le sait, c'est notoire. C'est des métiers de femmes, donc c'est des métiers mal payés. Comment a-t-il pu, étant responsable, choisir un métier où il n'est pas sûr de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ? Bon, le monde de la petite enfance fait régresser. On le sait bien, hein. Il faut être à quatre pattes, par terre, jouer à des jeux de petits enfants, de bébés, être en communication avec les émois des tout-petits, qui ravivent en soi tout ce qui est de l'ordre de l'infantile. Je n'insiste pas, mais bon. Tout se passe comme si on postulait que c'était plus normal pour une femme que pour un homme, comme si les femmes étaient considérées finalement, comme elles l'étaient au XIXe siècle, comme des mineurs, ce qu'elles ont longtemps été au regard de la loi. Mais un homme, lui, comment peut-il se complaire à passer du temps à ses enfantillages ? L'homme vrai se doit être un adulte debout. De plus, on associe ordinairement le sentiment du féminin à la rationalité. Un homme doit se défendre de ses affects s'il veut qu'on le reconnaisse comme un vrai homme. Or, le travail avec les enfants suscite de forts affects. On le sait, même si c'est souvent occulté, hein. Mais souvent la professionnalité a tendance à jouer sur une incitation à la défense contre les affects, ne pas s'attacher aux enfants, ne pas faire des bisous, etc. Alors, un homme qui s'attache, plus encore qu'une femme, est-il un homme, un vrai ? Tout ça, c'est de l'ordre de l'identité sexuée. Maintenant, ce n'est pas seulement elle qui est en jeu, c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'orientation sexuelle. C'est sans doute le point le plus crucial. On sait que chez tout adulte, le contact avec le corps du petit enfant réveille des émois sexuels. Un refoulement et un déni très fort existent à ce sujet chez les professionnels de la petite enfance. Or, tout se passe, les professionnels tout se passe comme si la seule présence d'un homme suffisait à faire surgir ce qui d'habitude est si fortement refoulé.
D'où les fantasmes de pédophilie qui font soupçonner de mauvais desseins chez les hommes qui ont choisi ce métier, de même que chez les enseignants d'école maternelle. Et c'est en ce sens qu'on parle de l'homme en crèche comme du loup dans la bergerie. C'est une expression reprise prise dans des interviews par Nicolas Mercier. Et en effet, une directrice de crèche témoigne que des parents lui ont demandé d'interdire à l'homme EJE de sa crèche de s'occuper de leur petite fille. Dès lors, ceux qui persistent à choisir ce métier, dans ce contexte actuel de, entre guillemets, panique morale, c'est une expression d'Elisa Hermann, sur la pédophilie, disent devoir être, je cite ce qu'ils disent, très au clair avec leur sexualité. Toutefois, les hommes peuvent aussi trouver des bénéfices à leur présence minoritaire dans ce milieu. Les bénéfices, c'est d'une part, dans ce milieu très hiérarchisé, le JE homme peut en profiter pour se concentrer sur l'éducatif, puisque c'est ça le fond de son métier, et ainsi éviter de se confronter directement avec toutes les productions du corps des petits-enfants, laisser donc le sale boulot, entre guillemets, aux auxiliaires de périculture et aux accompagnatrices de petite enfance. D'autre part, on sait que dans tous les métiers où les hommes sont minoritaires, ils ont tendance à quitter les postes d'exécution pour les postes d'encadrement et à faire des carrières supposées plus conformes à la masculinité, c'est-à-dire promotionnelles. Dans les métiers de la petite enfance, les hommes, plus souvent et plus vite que les femmes, ont tendance à passer directeur de crèche ou formateurs dans les écoles, des postes où ils sont surreprésentés compte tenu de leur proportion dans le milieu. Si bien qu'on a pu ainsi parler d'un escalator de verre, comme on parle d'un plafond de verre pour les femmes. Maintenant, malgré tous ces obstacles, peut-on trouver une légitimité ou un bénéfice à ce processus embryonnaire de mixité professionnelle? Je cite ici Marc Bessin. Les directrices de crèche se déclarent souvent très favorables à la présence d'un homme. Je ne sais pas si elles en veulent plusieurs, mais un oui. Oui. Alors, je dirais que ce n'est pas toujours pour des bonnes raisons. Des raisons que je trouve éventuellement à discuter. Elles diront par exemple qu'il est important d'avoir un homme dans l'équipe parce que ça réglera les conflits entre les femmes. Ou encore, autre raison, que les petits garçons aient enfin quelqu'un à qui s'identifier, comme si d'ailleurs les identifications se faisaient comme ça uniquement par le sexe. Bon, ajoutant que c'est particulièrement important pour les familles monoparentales. Vous savez bien que sous ce terme euphémique, ce qu'on veut désigner, c'est les mères avec des enfants, supposés donc être sans père. On dira alors que le métier de JE est compatible avec la masculinité, puisque les hommes peuvent jouer des rôles paternels. Mais alors, je dirais, la présence des hommes est prise dans le piège d'une conception essentialiste de la mixité, une mixité de complémentarité qui maintient l'opposition féminin-masculin. On ne sort pas d'un schéma familialiste qui assimile toute femme à une mère et tout homme à un père et qui hiérarchise implicitement le masculin par rapport au féminin, ou le féminin par rapport au masculin. Un autre piège serait de profiter de la présence des hommes pour accentuer l'idéologie de la professionnalité. On sait que dans ces métiers du soin aux autres, qui sollicitent à la fois les affects, les émotions et la sexualité, les centres de formation, au lieu d'inviter les professionnels à faire travailler ces dimensions de l'émotionnel et du sexuel, imposent une idéologie de la professionnalité déniant ces dimensions, ne pas s'attacher, rester distant, rester neutre, etc. Si l'on considère que les hommes qui embrassent ce métier sont mis en question dans leur identité masculine, le risque est grand de les voir accentuer cette idéologie de la professionnalité, de la rationalité, de la distanciation, au nom d'une critique du maternalisme, mais aussi de l'émotion et du sexuel, dans lesquels les femmes seraient supposées être engluées. Là encore, j'aurais un essentialisme qui divise d'une manière binaire et sexuée les rôles et les compétences. Au contraire, on voit par exemple, il me reste 5 minutes, ça va ? On voit par exemple que le rôle paternel
évolue dans nos sociétés. Aujourd'hui, certains pères n'ont plus peur de donner des soins à leurs petits-enfants ou même de pousser une poussette dans la rue. Autrefois, c'était choquant. Ils n'ont pas, du temps de mon jeune temps, ils n'ont pas pour autant l'impression de porter atteinte à leur masculinité. La présence d'hommes dans les métiers de la petite enfance rappelle opportunément l'importance du père, et pas seulement pour les petits garçons, parce que ça m'énerve toujours qu'on dise « Ah, c'est bien pour les petits garçons, nanana ». Bon. Elle rappelle surtout que tous les enfants ont besoin pour leur développement de rencontrer des adultes, aussi bien hommes que femmes, pas forcément en rapport de parenté avec eux. Ça, je crois que c'est très important, et justement dans un cadre collectif. Je crois que c'est très important. On peut donc espérer que cette présence des hommes apporte des perspectives de changement dans ces assignations sexuées de rôles et de caractéristiques sexuées. Cette présence pourrait susciter un questionnement plus radical sur la pertinence de ces qualifications féminines des rôles, mais aussi des métiers de la petite enfance. Pourquoi les soins aux jeunes enfants seraient-ils l'apanage des femmes? Pourquoi les affects vis-à-vis d'un petit enfant seraient-ils réservés à la femme ou à la mère? Pourquoi l'homme ne pourrait-il pas les ressentir, et même s'il n'a pas besoin d'être son père pour cela? Prendre soin des autres, et en particulier des petits-enfants, suppose de faire un travail émotionnel qui n'est pas le monopole d'un sexe, mais qui interpelle l'être humain en tant que tel, quel que soit son sexe. Plus largement, un personnel mixte dans les métiers de la petite enfance peut contribuer à dénaturaliser les catégories binaires de sexe, de masculin, de féminin, etc. La féminité et la masculinité ne sont pas des essences, ce sont des normes, variables selon les époques, les sociétés, les milieux. Ce système est la résultante de rapports de force à l'intérieur de la société et l'enjeu de lutte entre le groupe social masculin et le groupe féminin. Je pourrais dire les groupes sociaux masculins et les groupes féminins. Dès lors que ces rapports de force se modifient, un autre système de normes est possible pour régir d'une manière plus égalitaire les rapports entre les sexes et les droits de chacun. En ce sens, un personnel mixte serait aussi un élément important pour des structures qui se soucieraient de donner aux enfants une éducation plus égalitaire. Et peut-être que, justement, entre petite parenthèse, je n'avais pas écrit ça, ça permettrait d'organiser des syndicats plus revendicatifs sur les salaires, par exemple. Je pense pas. Mais l'éducation plus égalitaire, je pense effectivement à certaines crèches, par exemple la crèche de Saint-Ouen, la crèche Bourdaïa à Saint-Ouen, où se fait toute une expérience d'éducation des enfants à la mixité, et où justement on a recruté peut-être maintenant 2 EJE, pour justement faire d'abord un groupe professionnel mixte. Ainsi, la présence des hommes entraîne une certaine mobilité de sexe, je cite la formule de Marc Bessin, qui donne à voir des perspectives de changement dans les assignations sexuées de rôle et peut-être dans les rapports sociaux de sexe. Ainsi, si la profession de JE semble incompatible avec une masculinité qu'on pourrait dire rigidement, je n'ai pas fait patiemment, bon, je ne sais pas faire, hégémonique, il y aurait celle que définissait notre cher Cabanis, il y aurait toutes les raisons de considérer qu'un homme, aussi bien qu'une femme, peut s'occuper de petits-enfants et travailler en crèche, dès lors que ce que met en jeu l'exercice de cette profession ne relève pas plus de la féminité que de la masculinité, mais de compétences professionnelles, qui sont des compétences certainement très complexes, que les hommes peuvent acquérir aussi bien que les femmes, par une formation adaptée, qui ne nie pas tous les aspects émotionnels, affectifs et sexuels de la rencontre avec le petit enfant. Je vous remercie.